Bonjour à tous, je suis Karima Beneladj, je suis responsable du secteur de la chimie à l'innovation de BPI France. Et je suis née à 350 ppm. Est-ce que quelqu'un dans la salle, et je prie les personnes qui vont intervenir à 16 heures sur l'élimination du carbone de ne pas souffler la réponse à leurs voisins, est-ce que quelqu'un dans la salle connaît la concentration actuelle de CO2 dans l'atmosphère ? Oui ? Bravo, effectivement. Alors, j'ai envie de pinailler 424, mais effectivement, 424 ppm. Pourquoi c'est important ? Alors, cette concentration, déjà, elle se mesure justement en ppm, en parties par million, et elle est cruciale parce que c'est un bon indicateur pour mesurer l'impact des activités humaines sur le climat. Pour vous donner des points de repère, vous autres, pendant des dizaines, centaines de milliers d'années, cette concentration, elle oscillait entre 180 ppm et 280 ppm. Quand je suis née, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était 350 ppm. Et donc, monsieur a très bien répondu, effectivement, il y a quelques jours, le 20 septembre, on était à 424 ppm. Et le problème, ce n'est pas qu'il y ait du CO2, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est tout à fait normal. Du dioxyde de carbone, du carbone, il y en a partout. On est nous-mêmes constitués à hauteur d'environ 18% de carbone. Le problème, c'est que du fait de l'activité humaine, la concentration de CO2 est trop élevée dans l'atmosphère et qu'elle connaît même une augmentation massive depuis le début de l'ère industrielle. Et c'est cet excès de CO2 qui est problématique parce qu'il dérègle tout un tas de choses sur notre planète et notamment le climat. Pour remédier à ça, il y a un consensus scientifique aujourd'hui, il faut absolument parvenir à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Ces sujets, on les explore à BPI France. On a notamment mené récemment une étude justement sur la capture du CO2 pour une industrie plus durable. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui d'explorer avec cette table ronde et avec les intervenants qui sont présents, que je remercie. Bonjour à tous. Florence Del Prajano, vous êtes directrice de recherche à l'IFPEN et vous êtes présidente également du Club CO2. Solène Bouvier, vous êtes ingénieure thématique captage, stockage et valorisation du CO2 à l'ADEME. Teddy Bernier, bonjour. Vous travaillez à l'association CO2 Value Europe. Vous êtes directeur des affaires publiques dans cette association européenne. Et enfin, Yann Lecestre, merci d'accepter de modérer cette table ronde. Vous êtes consultant Low Carbon Solutions chez SIA. Et je vous passe la parole. Merci Karima pour cette introduction. Avant de laisser la parole aux intervenantes et intervenants, je vais prendre 2 minutes pour rappeler quelques mots de vocabulaire. Nos intervenantes utiliseront peut-être les termes, les acronymes CCS et CCU. CCS signifie Carbon Capture and Storage. C'est le fait de capturer du CO2, plutôt du CO2 issu d'un procédé industriel, pour l'enfouir sous terre. Cette solution est plutôt envisagée pour les industries ayant peu, voire pas, d'alternatives pour se décarboner. On pense principalement aux industries du ciment, de l'acier ou à d'autres industries. Ces 2 secteurs, ciment, acier, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ 5% des émissions mondiales de CO2 aujourd'hui. On parlera également, sans doute, de CCU, pour Carbon Capture and Use. Il s'agit ici toujours de capturer du CO2, mais cette fois-ci de l'utiliser comme fluide ou comme matière première dans un procédé industriel, en général, mais pas que, pour produire des carburants synthétiques ou des produits chimiques qui vont avoir les mêmes propriétés que des équivalents fossiles. Pour prendre un exemple, en combinant de l'hydrogène et du CO2, vous pouvez produire un e-kérosène qui peut remplacer un kérosène fossile et être utilisé dans le secteur de l'aviation. Mais puisque ces produits ont les mêmes caractéristiques que leurs équivalents fossiles, ils émettent aussi du CO2 lors de leur utilisation. Cependant, le CO2 qui est ici émis est du CO2 qui serait retrouvé dans l'atmosphère quoi qu'il arrive s'il n'avait pas été capturé. Le CCU participe donc à la décarbonation des secteurs qui y ont recours. De nombreux experts dans le monde estiment que l'utilisation de ces 2 leviers, CCS et CCU, seront nécessaires pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone et les objectifs de l'accord de Paris. On trouve aussi, dans des proportions plus ou moins importantes, des mentions de ces 2 leviers, CCS et CCU, dans des rapports, dans des scénarios du GIEC, dans des scénarios de l'IUA, entre autres. Mais les experts mettent aussi en garde sur le fait que ces 2 leviers ne sont pas des solutions miracles. Ils doivent être combinés avec un ensemble d'autres solutions de décarbonation et aussi avec des actions de sobriété.
Ce qui m'amène à la première question que j'ai posée à Madame Solène Bouvier de l'ADEME. Pourriez-vous nous préciser dans quel cadre le CCS peut être un levier de décarbonation de l'industrie? Oui, bonjour à tous. Donc le captage de CO2 peut contribuer à la décarbonation de l'industrie lorsqu'on fait donc du CCS, donc de la capture, puis on transporte ce CO2, puis on va aller le stocker dans des formations géologiques profondes. Donc ce levier de décarbonation, le CCS, est vraiment à considérer sur des émissions qu'on appelle hard to abate, donc provenant de secteurs qui ne peuvent pas se décarboner autrement, c'est-à-dire des secteurs qui typiquement émettent du CO2 du fait de réactions chimiques qui sont à l'œuvre dans la production de leurs procédés. Donc le secteur du ciment a particulièrement été cité. C'est évidemment l'un des secteurs qui est en première ligne vis-à-vis de ces sujets du CCS, puisque quels que soient les efforts qu'ils font au préalable de changement de mix énergétique, etc., ils auront toujours cette part de CO2 hard to abate qui ne pourra pas être réduite autrement que par du captage, transport et stockage du CO2. Donc ceci dit, le CCS reste un levier de décarbonation pas facile à mettre en œuvre du fait de la complexité des différentes briques de la chaîne de valeur à articuler, captage, transport, puis stockage. Donc en cela, c'est vraiment un levier qui est à considérer une fois que les sites industriels ont déjà réfléchi à une stratégie de décarbonation globale, ont déjà envisagé l'ensemble des possibilités qui leur étaient offertes par ailleurs pour se décarboner, donc réfléchir à de la sobriété dans leurs procédés, à incorporer davantage de matières premières recyclées, à faire de l'électrification, etc. et j'en passe. Et le captage de CO2 est vraiment envisagé sur des émissions résiduelles une fois qu'elles ont été réduites au maximum. Également un sujet fort sur, et on en reparlera j'imagine juste après, sur les territoires qui peuvent être les plus pertinents pour faire du CCS, puisque la complexité de ces chaînes de valeur CCS, étant donné qu'elles vont impliquer la planification, la construction d'infrastructures lourdes, c'est à prioriser dans certaines zones industrielles qui pourraient en bénéficier au maximum. Donc on pense à certaines zones industrielles en France sur lesquelles les émissions industrielles sont particulièrement conséquentes et qui pourraient être des zones prioritaires sur lesquelles on verrait se déployer ce levier de décarbonation. Et peut-être un mot juste sur le CCU avant de laisser la parole. Donc le CCU sous l'angle décarbonation de l'industrie, ça a été dit un petit peu en introduction, c'est vraiment à penser comme une solution pour fabriquer des nouvelles molécules qui pourront venir se substituer à d'autres que peuvent utiliser par exemple l'industrie chimique actuellement. Aujourd'hui, l'industrie chimique par exemple a besoin de méthanol qui aujourd'hui est du méthanol fossile, et on pourrait imaginer grâce aux filières CCU que demain ces molécules-là puissent être des molécules fabriquées à partir de CO2 capté et d'hydrogène électrolytique, donc pour ce cas précis. Merci. Je vais maintenant poser une question à Monsieur Tudy Bernier de CO2 Value Europe. Nous avons évoqué les termes dikérosène, de méthanol. Aujourd'hui, quels sont les cas de valorisation du CO2 les plus regardés en Europe ? Merci beaucoup et merci aussi pour l'invitation. Ravi d'être là. Je vais peut-être juste dire deux mots sur l'organisation que je représente. Donc CO2 Value Europe, on est une association à but non lucratif européenne. En fait, on est basé à Bruxelles et on représente le CCU dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc on a des membres qui sont des grandes entreprises, on a des startups, on a des PME, on a des universités, des centres de recherche. Et nous, notre but, c'est de réfléchir en fait à où est-ce que le CCU peut permettre de réduire les émissions de CO2 dans l'économie européenne. Effectivement, donc, je pense que vous avez mis déjà les bons termes et les bons éléments en avant pour le CCU. Je pense qu'un mot qui n'a pas encore été prononcé, c'est le mot de défossilisation. En fait, l'idée du CCU, c'est aussi de se dire, pour des molécules qui sont carbonées et qu'on ne peut pas remplacer autrement, donc c'est le cas par exemple des produits chimiques, c'est le cas par exemple de la production de plastique, l'idée c'est de se dire, au lieu d'utiliser des ressources fossiles, du gaz, du pétrole, comment est-ce qu'on peut utiliser le carbone qu'on capte comme une matière première alternative en fait. Et donc c'est pour ça que les trois voies de valorisation qu'on peut avoir en tête typiquement sur le CCU, donc la plus connue c'est celle qui a été mentionnée, c'est ce que parfois on appelle les e-fuels ou les carburants synthétiques. Nous on parle aussi de carburants CCU. En fait l'idée c'est d'avoir des carburants qu'on peut utiliser notamment dans des industries
industries qui ne peuvent pas, par exemple, être électrifiées directement. Donc, on peut penser évidemment à l'aviation. Il y a aussi le secteur maritime. Dans certaines industries, on peut penser que le CCU peut aussi aider, notamment pour des industries qui sont difficiles à électrifier. Et ici, peut-être une des idées importantes à avoir en tête, c'est que les carburants synthétiques, là où ils ont aussi un intérêt, c'est que c'est des solutions qu'on appelle drop-in en anglais, qui sont utilisables en l'état, sans avoir besoin de changer l'entièreté de vos infrastructures, par exemple de vos avions ou de vos bateaux ou de votre industrie. Donc c'est une première voie de valorisation, c'est la partie, on va dire, carburant synthétique. Une deuxième, c'est la partie produits chimiques. Selon nous, c'est une partie qui est très 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 importante et sur laquelle, pour le moment, il y a eu moins de discussions, par exemple au niveau politique ou réglementaire. Et l'idée étant de se dire comment est-ce que l'industrie pétrochimique, notamment, peut continuer à produire des molécules dont on a besoin pour des applications industrielles, pharmaceutiques, tout ce qu'on veut, mais sans utiliser des ressources fossiles. Et donc effectivement, le cas du méthanol et du méthanol renouvelable est un exemple qui est très intéressant, où on combine par exemple du CO2 qu'on aura capté avec de l'hydrogène bas carbone ou de l'hydrogène renouvelable. Puis il y a quand même une troisième voie de valorisation que je vais mentionner, c'est ce qu'on appelle la minéralisation, c'est le fait de stocker du CO2, notamment dans des produits de construction, dans des briques, on pourrait dire. Et donc c'est une voie de valorisation qui a un potentiel qui n'est pas illimité. En fait, de toute façon, toutes les solutions CCU, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de solutions, on va dire, de clean tech. En fait, ce n'est pas des solutions illimitées, comme ça a été dit. Il n'y a pas de recette miracle de se dire avec le CCU, on va pouvoir réduire les émissions partout. Ce sera des solutions qui seront nécessaires pour certaines industries, dans certains cadres, qui viennent avec des contraintes, qui viennent avec des besoins notamment de déploiement d'énergie bas carbone et renouvelable. Et donc voilà, nous, ce qu'on essaye de faire chez CO2 Value Europe, c'est de penser dans quelles circonstances ces trois voies de valorisation, notamment, peuvent être mises en avant et peuvent faire sens pour que des entreprises investissent davantage dans ces technologies. Et on en est où aujourd'hui? Est-ce que ces différentes solutions de valorisation du CO2 sont déjà matures d'un point de vue technologique, commercial? Alors c'est une question où c'est un peu difficile de répondre parce qu'en fait ça dépend de ce qu'on regarde. Donc nous, chez CO2 Value Europe, on a fait une base de données où on a recensé tous les projets CCU qui ont lieu en Europe. On en a plus de 200. Dans ces 200 projets, on a des projets qui sont au stade de la recherche, on a des projets qui sont au stade de la mise à l'échelle, on a des projets qui existent déjà d'un point de vue industriel. En fait, ça va dépendre de quel type de technologie on va parler. Je pense que c'est la même chose pour des projets CCS, mais en fait, ça dépendra toujours du niveau de maturité qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde la partie innovation? Est-ce qu'on regarde la partie mise à l'échelle? On a des projets CCU qui existent. Un des enjeux qui est vraiment important pour le CCU, c'est le fait que les technologies CCU ont besoin d'avoir un business case. En fait. Elles ont besoin de faire sens d'un point de vue économique. Je pourrais donner des exemples, notamment à travers la réglementation européenne. Mais nous, de notre point de vue, la réglementation, elle n'encourage pas encore assez aujourd'hui des entreprises à se dire c'est une bonne idée d'aller vers le CCU. Je vais juste donner un exemple là-dessus. Aujourd'hui, une entreprise de produits chimiques, si elle utilise du pétrole ou du gaz pour faire des produits chimiques, on va prendre un exemple simple du plastique, elle ne va pas payer de taxe carbone là-dessus, ce qu'on appelle l'ETS au niveau européen. Elle ne va pas payer le prix de ce qu'on appelle en anglais le embedded carbon, la partie de son pétrole et de son gaz qui va devenir un produit chimique. Et en fait, si on le fait avec du CCU, par exemple sur une cimenterie, là, on va payer la taxe carbone. Donc, ce que ça veut dire dans les faits, c'est une entreprise qui veut investir dans le CCU, elle va se dire, bon, c'est une nouvelle technologie, ça vient avec des coûts, ça vient avec des contraintes, mais si en plus la réglementation européenne ne m'encourage pas complètement à aller vers ces technologies, évidemment, on va y avoir tendance à, on va dire, moins investir. Donc, pour répondre à votre question, il y a des projets qui existent. Vous pouvez regarder notre base de données qui est en ligne et on a voilà, des exemples en France, en Belgique, en Allemagne, en Scandinavie, aussi dans le sud de l'Europe. Mais de notre point de vue, il y a une mise à l'échelle dont on a absolument besoin au niveau de la filière CCU et qui n'est pas encore en place actuellement. Merci, nous approfondirons ces aspects tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Madame Florence Delprajano de l'IFPEN. Est-ce que vous pourriez essayer brièvement de nous dresser un état des lieux des filières CCS et CCU aujourd'hui en France? Oui, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc, tout d'abord, avant de dresser l'état des lieux des filières, je voudrais dire qu'on a en France des acteurs, des industriels, des centres de recherche qui travaillent depuis des années sur ces solutions, donc ces technologies. Donc on a un écosystème en fait, qui est un écosystème français qui permet aujourd'hui de déployer les filières. Et là, je le confirme juste avec ma casquette Club CO2, qui est une association qui regroupe en fait des acteurs français,
de la chaîne. Donc on a des émetteurs, des gens qui proposent des solutions pour capter le CO2, le transporter, le stocker, le convertir en produits chimiques, en e-fuel, etc. Des porteurs de projets, des associations, des pôles de compétitivité, des ports, etc. Donc on a aujourd'hui tout l'écosystème en fait pour déployer la filière, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout dans le contexte actuel où les enjeux de souveraineté sont quand même importants. Autre chose que je veux mettre en avant, c'est le fait qu'en juillet 2024 a été lancée la stratégie nationale CCUS, et c'est extrêmement important parce que ça donne un cap, ça donne des objectifs pour la France en matière de, alors on va dire, captage et stockage du CO2. Le U est encore à travailler. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a aujourd'hui une stratégie, et on a une stratégie qui identifie, Solène l'a mentionné tout à l'heure, en fait, des régions prioritaires. Donc, ce sont effectivement des régions industrielles pour déployer les filières CCS et CCU. Donc ces régions, en fait, elles sont des régions industrielles, et dans ces régions, on a un certain nombre de projets. Et moi, je vous encourage à aller sur le site web du Club CO2 et vous aurez une carte des différents projets. Donc on a des projets qui sont évidemment des projets de captage de CO2 sur un certain nombre d'industries. On a des gros émetteurs, donc bien évidemment des cimentiers, des producteurs de chaux. On a aussi des projets qui sont en cours sur d'autres industries, des aciéries, etc. Puis des projets qui sont, on va dire, en cours un petit peu partout en France. On a aussi dans ces zones industrielles, donc les fameuses zones ZIBAC, dont vous avez peut-être entendu parler, un certain nombre de projets qui sont en cours pour déployer les infrastructures de transport du CO2. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais un industriel qui veut capter son CO2, il va le capter que s'il est sûr qu'il y a quelque chose qui va permettre de transporter le CO2, de le stocker et puis, on va dire, ou de l'utiliser. Donc, on a ces infrastructures qui sont en train de se mettre en place. Il y a vraiment des groupes qui sont en train de travailler pour les infrastructures de transport du CO2. Pour le stockage, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a aujourd'hui des travaux qui sont en cours pour affiner en fait les caractérisations des sites de stockage en France. Donc, comme en fait développer un site de stockage, ça prend du temps. On a aussi des accords qui ont été signés donc, par l'État, des accords bilatéraux avec le Danemark, avec la Norvège. Et puis quelque chose qui est important aussi quand même, c'est la ratification du protocole de Londres en juillet dernier, qui permet aussi le transport du CO2 en mer du Nord. Donc voilà, donc on a en fait une filière qui est prête à être déployée avec des projets qui sont en train de se mettre en place, même si aujourd'hui on n'a pas encore effectivement de première industrielle. Merci. Et puisque nous parlons des gisements de stockage, je me tourne vers Solène Bouvier. Que sait-on aujourd'hui de la capacité de stockage du CO2 en France et peut-être dans d'autres régions européennes ? Oui, sur le sujet du stockage géologique, et Florence l'a dit, les projets les plus avancés sont hors de France, avec des projets, certains bien connus en Norvège. On peut citer Northern Lights, qui a réalisé ses premières injections il y a quelques semaines d'ailleurs. Donc on a beaucoup de projets en cours de développement, de projets annoncés depuis maintenant plusieurs années, plutôt localisés en Europe du Nord. En France, la volonté aujourd'hui, c'est d'investiguer plus avant ce qui serait possible de faire sur le territoire. Donc effectivement, on ne part pas de zéro. On a une connaissance déjà de certaines zones de notre sous-sol en France, dans certains bassins, qui pourraient éventuellement être propices à du développement de capacités de stockage. Néanmoins, ça reste des travaux assez longs à engager. C'est long, c'est incertain, parce qu'on n'a pas investigué le sous-sol exactement de la manière qui permet de s'assurer qu'aujourd'hui du CO2 pourrait être stocké de manière sûre et pérenne.
Donc, ce que je peux mentionner, c'est que si c'est un sujet qui vous intéresse, une étude a été publiée il y a quelques mois, en mai de cette année, qui s'intitule Evasto CO2, et dont l'objectif était justement de faire un premier inventaire de capacité théorique de stockage en France. Donc, où est-ce qu'elle pourrait être localisée, dans quel type de stockage, donc que ce soit des réservoirs déplétés d'hydrocarbures ou plutôt d'autres formations géologiques de type aquifère salin. Donc cette première étude est un point de départ qui atteste qu'il y a un potentiel théorique de stockage en France qu'il convient maintenant d'affiner et de continuer à explorer pour éventuellement lancer des premiers projets de développement de stockage en France. Merci. Pour vous, Florence Del Prajano, quels sont les principaux verrous à lever pour faire décoller les projets CCS et CCU en France et peut-être en Europe? Sachez que les technologies sont des technologies que l'on dit matures d'un point de vue technologique. En pratique, ce sont 50 millions de tonnes de CO2 qui sont captées, essentiellement stockées, donc tous les ans de par le monde. Donc on a des technologies qui sont déployées déjà à l'échelle industrielle, notamment de captage de CO2 pour les gros émetteurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, hein. On peut toujours améliorer les technologies et notamment la pénalité énergétique de ces technologies. On en parlera peut-être tout à l'heure. Par contre, on a un certain nombre de petits émetteurs qui ne disposent pas de solutions vraiment économiquement viables. Adapter des technologies pour des gros émetteurs à des petits émetteurs, c'est quand même pas simple, ça demande un certain nombre d'innovations. Alors on peut aussi parler du DAC, hein, qui est le captage direct dans l'air, dont vous avez certainement entendu parler, dont on a besoin aussi pour produire des e-molécules, que ce soit des électrocarburants, des e-molécules chimiques, etc. Où là, évidemment, Solène a rappelé tout à l'heure le ppm, donc vous imaginez, c'est 200 moins fois, le CO2 est 200 moins fois concentré que dans des fumées d'usine, donc c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher. Donc là, on a vraiment des innovations. Sur la partie transport du CO2, pendant de nombreuses années, on a cru qu'on savait faire. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire parce que le CO2, on le transporte. Néanmoins, il y a une quinzaine d'années, on imaginait le modèle en fait, pour le captage et le stockage du CO2. C'était, en caricaturant un peu, une industrie, un transport, qui transportait son CO2 vers un site de stockage unique. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on est plutôt sur de la mutualisation en fait, des hubs de transport de CO2 qui vont capter du CO2 qui provient de différentes usines. Et quand vous captez du CO2, le flux de CO2 il est très pur, mais il y a toujours quelques petites impuretés qui proviennent des spécificités des fumées. Et c'est ce mélange d'impuretés en fait qui peut réagir et interférer notamment avec les matériaux des pipes ou des choses comme ça. Et là, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours effectivement pour améliorer en fait les matériaux, voir dans quelles conditions transporter le CO2, etc. Sur la partie stockage du CO2, je ne reviens pas parce que Solène en a parlé tout à l'heure. Donc là, on a des enjeux de caractérisation des sites de stockage du CO2. Et puis sur la partie U, conversion du CO2 en électrocarburant, en e-molécules, notamment, il y a des technologies qui sont prêtes. Tudy l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment des enjeux en fait de passer à l'échelle, et ça veut dire par exemple des enjeux d'intégration en fait des différentes briques de façon à pouvoir gagner en efficacité et puis aussi en efficacité énergétique. Merci. Justement, est-ce que Tudy Bernier, vous souhaitez ajouter des compléments sur ces besoins d'innovation ? Ouais, merci beaucoup. Donc complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Florence. Je vais juste ajouter quelques éléments, en tout cas du point de vue CCU. Par exemple, je voulais réagir sur la partie directeur capture, donc le DAC. Peut-être que vous avez suivi ça dans la presse ou dans les nouvelles. Pour le moment, en fait, c'est une technologie qui
qui existent sur le papier, mais qui n'existent pas d'un point de vue, on va dire, à grande échelle. Et en fait, c'est un des enjeux, selon nous, auxquels on fait face en tant que filière CCU, c'est que parfois, il y a une tendance à aller vers une forme de perfectionnisme dans la législation et la régulation européenne, où, par exemple, on va dire, ce serait très bien que le CCU utilise uniquement du CO2 qui vienne, par exemple, de la capture directe dans l'air, ou par exemple de sources biogéniques. Et or, de notre point de vue, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, parce que la capture directe dans l'air, comme le disait Florence, c'est une technologie où c'est quand même compliqué de capter du CO2 directement dans l'air. Ça demande un input énergétique qui est quand même très important. Donc ça demande un déploiement d'énergie renouvelable ou bas carbone qui est très 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 important. C'est une technologie où on espère que dans les années et les décennies qui viennent, qui va se développer. Il y a beaucoup de scénarios, y compris dans les scénarios du GIEC, on va avoir besoin de la capture directe dans l'air. Mais là où on pense que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est que d'un point de vue CCU, en fait, miser déjà sur ces technologies aujourd'hui, nous, de notre point de vue, il faut déjà capter le CO2 là où il est disponible et là où il est. Par exemple, dans les industries qui sont difficiles à décarboner, par exemple, du CO2 biogénique de centrales de biogaz, par exemple. Et donc, le parallèle que j'avais envie de faire, mais vous pouvez l'accepter ou pas, mais le parallèle que j'avais envie de faire, c'est un petit peu comme si on demandait aux producteurs de voitures électriques de vendre des voitures électriques uniquement sur un marché où l'électricité est déjà décarbonée. Moi, de mon point de vue, demander aux acteurs du CCU en disant... En mettant votre technologie, il faut déjà que ce soit parfait dans le lieu où vous le faites, en ayant le CO2 exact qui va correspondre aux stratégies net zéro. On le comprend d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue pratique pour des industriels. Il y a cette idée de se dire, attendez, déjà, on déploie des technologies et on les met à l'échelle sur le CO2 qui est disponible aujourd'hui, celui où on a besoin de le capter, où on a besoin d'avoir des technologies qui fonctionnent de mieux en mieux. Donc la partie innovation, comme le disait Florence, on peut toujours avoir des gains en termes d'efficacité énergétique, en termes de technologies qui fonctionneront mieux, en termes de modularité, on pourrait dire, parce que Florence le mentionnait, on a des gros émetteurs, on a des petits émetteurs. Ce qui est par exemple intéressant dans le CCU, c'est aussi la dimension modulaire, donc le fait de se dire, on peut avoir des sites industriels, par exemple, qui ne font pas partie de ces grands hubs, par exemple proches de la mer du Nord, et qui peuvent avoir besoin d'avoir différents leviers de décarbonation. Donc pour tout ça, l'innovation sera très très importante. Mais nous, un des éléments qu'on a envie de mettre sur le radar, notamment des autorités européennes et des autorités françaises, c'est le fait de dire on comprend la volonté de vouloir aller vers du net zéro aujourd'hui, mais pour pouvoir y arriver, on a besoin d'avoir des politiques qui permettent cette mise à l'échelle industrielle et qui donnent envie, qui créent des incitatifs pour que des industriels investissent aujourd'hui dans ces solutions innovantes et n'attendent pas 10 ans, 15 ans que la capture directe dans l'air, par exemple, soit disponible pour investir. Et justement, au niveau européen, quels sont les mécanismes réglementaires, les incitations qui existent pour développer les nouveaux usages du CO2 ? Alors, je vais essayer de ne pas être trop long sur la partie réglementaire, parce que c'est un peu ma marotte. Mais donc, si vous prenez les 3 voies de valorisation dont je parlais dans le CCU, en fait, pour la partie e-fuels, on a un cadre réglementaire maintenant qui est en place. Donc, en fait, on a une définition de ce qu'est l'hydrogène renouvelable et ses dérivés. On a une définition qui va bientôt être adopté de ce qu'est l'hydrogène bas carbone et ses dérivés. Donc par exemple, si vous utilisez de l'électricité issue du nucléaire, par exemple, vous allez avoir une définition européenne de ce que ça veut dire d'avoir cet hydrogène qui est produit et mixé par exemple avec du CO2. Donc on commence à avoir ce cadre réglementaire qui est en place. Nous, de notre point de vue, c'est positif que l'Union européenne ait créé un précédent et un standard et une définition de on parle de quoi quand on parle de carburant synthétique. De notre point de vue, c'est une bonne chose qu'il y ait eu ce précédent en place. Par contre, quand on va dans le détail, c'est ce que je mentionnais à l'instant, il y a un petit peu cette dimension de perfectionnisme au niveau européen où les règles sont quand même très, 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 très compliquées. On a beaucoup, beaucoup de contraintes qui sont mises sur les acteurs de la filière hydrogène, sur les acteurs de la filière CCU. On a énormément on va dire, en anglais on dit de threshold, enfin d'éléments où il faut réussir à capter autant de CO2. On doit utiliser uniquement du CO2, par exemple, qui soit biogénique après certaines dates. Donc on a beaucoup de contraintes qui sont en place, mais on a un cadre réglementaire qui est là. Sur la partie minéralisation, stocker du CO2 dans des produits de construction, là maintenant on commence à avoir un cadre qui est assez clair au niveau européen. Il y a un peu une équivalence en fait entre le CCS et la partie minéralisation où vous captez du CO2, vous ne payez plus la taxe carbone. Donc c'est relativement simple, on va dire, d'un point de vue réglementaire, où un industriel peut se dire je vais capter du CO2 et donc mon incitatif c'est de ne pas payer la taxe carbone au niveau européen. Très bien. Et par contre, sur la partie produits chimiques, c'est ce que j'avais mentionné dans mon introduction, pour le moment, on est un peu encore au balbutiement de ce qui, on va dire, de la discussion au niveau européen. On a des mentions du CCU pour les produits chimiques un peu partout. Dans le rapport Draghi, dans des stratégies de la Commission européenne, dans les rapports du GIEC, dans énormément de publications qui sont faites où on dit on a besoin que la filière des produits chimiques trouve des alternatives
par exemple le recyclage, par exemple la biomasse sourcée de manière durable, mais aussi le CCU. Et pour le moment, au niveau européen, il y a un peu cette tendance à dire c'est très bien sur le papier, mais on n'a pas encore créé d'éléments légaux où une entreprise va pouvoir se dire eh ben oui, ça fait sens pour moi d'investir aujourd'hui dans des produits chimiques CCU qui sont des alternatifs à des produits chimiques qui seraient créés à partir de ressources fossiles. Donc en fait, au niveau européen, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a ce cadre qui commence à se former et on a besoin aussi que ce cadre, selon nous, soit plus pragmatique et plus proche des réalités industrielles et des besoins, on va dire, d'investissement de la filière CCU. Et d'ailleurs, selon nous, c'est la même chose pour la filière CCS. Je vais juste vous donner un exemple pour ne pas aller dans trop de détails. Mais par exemple, aujourd'hui, au niveau européen, on a une discussion qui commence à se faire sur l'économie circulaire. Et donc, on va avoir un paquet économie circulaire qui va être mis sur la table et discuté dans les mois qui viennent en disant on veut plus de recyclage, on veut réduire les déchets au niveau européen, on veut encourager en partie l'utilisation de matières premières alternatives, par exemple issues de la biomasse. Et dans ce cadre-là, le CCU n'est pas mentionné, puisque les autorités européennes nous disent ah, mais le CCU c'est compliqué, parce que si on utilise par exemple du CCU pour produire des plastiques ou pour produire des produits chimiques qui vont finir par exemple en déchets, c'est un peu compliqué de mettre en place des éléments là-dessus. Nous, de notre point de vue, ce serait vraiment une opportunité manquée que de ne pas mentionner le CCU dans des discussions sur la circularité, parce que le CCU, pour nous, c'est comme tout, il faut le voir comme un levier complémentaire, en fait. Pas comme un levier qui va empêcher d'autres investissements, pas comme un levier qui va remplacer d'autres investissements, mais comme un levier qui va venir compléter d'autres actions, comme on le disait, que ce soit sur la sobriété, que ce soit sur le recyclage, que ce soit sur d'autres leviers d'action dont on a besoin. Donc nous, au point de vue européen, dans les instruments qui vont être mis en place, là, l'Union européenne, elle est en train de travailler sur ses objectifs 2040. En disant, on veut réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2040. Selon nous, c'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est très bien sur le papier. Mais de notre point de vue, il va devoir s'accompagner en fait de leviers d'action qui sont réels pour des entreprises, pour des startups, pour des industries qui se disent bah oui, pour atteindre ces 90%, c'est possible de le faire. C'est pas les deux mains dans le dos en n'ayant pas les leviers possibles pour réduire les émissions de CO2. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres instruments au niveau européen dont je pourrais parler. Il y a une révision de l'ETS notamment qui va arriver, donc cette fameuse taxe carbone dont je parlais et qui va être aussi très importante pour que on puisse projeter par exemple le prix du CO2. C'est le cas à la fois pour le CCS et pour le CCU, en se disant la révision de l'ETS, elle va permettre de mieux comprendre ce qui va se passer après 2035, après 2040, après 2045, et pour des industriels de se dire comment est-ce que j'investis à terme, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Mais je pourrais y revenir si jamais on a le temps. Merci. Florence, tout à l'heure, vous aviez, si je reformule avec mes mots, évoqué la nécessité de mutualiser des investissements dans des infrastructures entre différents acteurs pour lancer des chaînes de valeur CCS et CCU. Qu'est-ce qu'il faut pour créer l'étincelle qui ferait que des acteurs très différents vont prendre des décisions d'investissement pour créer ces infrastructures? Et pour être aussi un peu plus précis sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez mentionné une stratégie nationale sur le CCS. Vous semble-t-elle suffisante? Alors, j'ai envie de dire ce qu'il faut. C'est d'abord de la visibilité. Et je vais reprendre ça, fait écho avec ce que tu viens de dire. Hein. La visibilité, c'est aussi, ça veut dire aussi que travailler la réglementation, faire en sorte que la réglementation, elle soit, et notamment la stratégie CCES aussi, déclinée dans des textes législatifs. Je ne reviens pas sur l'aspect réglementaire. Ce qu'il faut, c'est de la visibilité aussi en termes de financement. On a un petit peu évoqué le coût, mais typiquement, les technologies de captage et de stockage du CO2, on les évalue, le coût en tout cas à la tonne de CO2 évité, donc qu'on n'émet pas, on va dire entre 50 et 180 € la tonne. Alors, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est tout simplement parce qu'en fonction du type d'industrie, en fonction du transport, etc., le coût varie. Vous connaissez la valeur ETS en fait du CO2 sur le marché carbone européen. Il varie, on va dire entre 50 et 90 € la tonne. Donc vous voyez qu'on n'y est pas. Donc pour lancer la filière, les industriels ont besoin d'un soutien financier. Alors on discute aujourd'hui de mécanismes comme le Carbon Contract for Difference qui permet en fait de combler le trou entre le coût de la technologie et la valeur du CO2.
Ben ça, il faut le mettre en place. On a aussi parlé tout à l'heure, et c'est ce que vous disiez, Yann, de la question des réseaux. Mettre des réseaux en place, ça prend du temps, ça nécessite une concertation entre les différents acteurs, des réseaux de transport du CO2. Et ça aussi, c'est la synchronisation en fait entre toutes ces différentes étapes, le captage, le transport et le stockage. Aujourd'hui en mer du Nord, puisqu'on n'a pas de site en France, qui fait que la visibilité pour quelqu'un qui veut se décarboner, c'est quand même pas évident. Et puis j'ai quand même envie de prononcer le mot de perception sociétale. Hein. On ne l'a pas prononcé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a parlé un petit peu des territoires, des citoyens aussi. Hein. Ce sont des projets en fait qui impliquent tous les acteurs et on a besoin de co-construire ces différents projets. C'est ce qui est fait, mais co-construire ces différents projets, ça prend aussi du temps et ça demande à tout le monde, hein, les acteurs bien sûr industriels, les acteurs territoriaux, les acteurs politiques en fait, de travailler ensemble pour faire en sorte que ces projets ils voient le jour en satisfaisant en fait toutes les parties prenantes. Je vais maintenant redonner la parole à Solène Bouvier. Pouvez-vous rappeler le rôle de l'ADEME en tant qu'opérateur public et les différents projets, initiatives menées par l'ADEME pour aider au déploiement des filières CCS et CCU? Oui. Juste avant ça, pour rebondir sur ce que Florence vient de dire, sur effectivement le volet perception sociétale est très important. Et je vous encourage à suivre les initiatives qui sont lancées dans le cadre de la Commission nationale du débat public, donc la CNDP, qui organise des concertations avec le public dans le cadre de l'émergence de grands projets, donc tout grand projet industriel, en particulier CCS et CCU. Donc il y en a eu dans la zone de Dunkerque ces dernières années. Il y en a une également pour Rhône CO2, donc le gros projet de CCS le long de la vallée du Rhône pour un export du CO2 depuis Fos-sur-Mer. Il y en aura également d'autres ces prochains mois sur plutôt la partie ouest de la France. Donc n'hésitez pas à contribuer à ces moments de partage d'informations sur ces filières-là, de partage avec le public et de faire connaître aussi, même autour de vous, à des amis, des citoyens lambda qui seraient vraiment loin de ces sujets-là, les encourager à s'y intéresser et à venir poser des questions lors de ces éléments, lors de ces concertations publiques. Et pour revenir donc à votre question sur le rôle de l'ADEME, alors l'ADEME a un double rôle, à la fois d'expertise et d'opérateur de financement pour le compte de l'État. Donc avec la casquette expertise, l'ADEME réalise des notes techniques, des avis techniques sur tous les sujets de la transition écologique, et en particulier donc ceux de la décarbonation de l'industrie, et en particulier encore ceux du CCS et du CCU. Donc ces documents sont publics, hein, ils ont vocation à être lus et pris en main par le plus grand nombre pour contribuer à éclairer certains sujets, à éclairer le débat public. Donc certains documents cadres ont d'ores et déjà été publiés sur le CCS et le CCU ces dernières années, en 2020-2021. D'autres le seront l'année prochaine normalement. Et plus récemment, en termes de travaux d'expertise, mentionner également que l'ADEME a réalisé des travaux qu'on a appelés PTS, pour plan de transition sectorielle, qui sont des travaux qui visent à explorer les possibles en termes de trajectoire de décarbonation pour certains secteurs industriels en France énergo-intensifs. Donc c'est des trajectoires de décarbonation qui ont été co-construites avec les industriels de la filière, avec les fédérations. Donc on a un plan de transition sectorielle pour le ciment, un pour l'acier, un pour le papier carton par exemple. Donc chaque secteur a été vraiment travaillé avec assiduité, et différentes options de décarbonation dans différents scénarios ont été proposés pour la décarbonation de ces secteurs à horizon 2050 et le respect des objectifs SNBC en particulier. Donc ça, c'est pour la casquette expertise. Et puis pour la casquette ADEME en tant qu'opérateur de financement, donc on est opérateur de financement pour le compte de l'État, notamment de budget France 2030. Et dans ce cadre, certains appels à projets ou certains dispositifs de financement peuvent accueillir des projets en lien avec le CCS et le CCU.
Donc, en quelques mots, pour en citer quelques-uns, on peut penser à des appels à projets plutôt orientés innovation, donc qui accueillent des projets, par exemple, de démonstrateurs de captage de CO2. Ça, c'est des appels à projets. Les acronymes, c'est demi-bac ou IBAC PME. Donc, c'est des appels à projets qui sont ouverts aujourd'hui. Mentionner également pour le financement des grands projets. Donc, effectivement, le CCS, c'est capitalistique. Il y a tout un... des investissements à planifier, à prévoir, les investissements dans les unités de captage pour les plus gros sites industriels, c'est vraiment des investissements conséquents. Donc pour accompagner ces grands projets, un nouveau mécanisme de financement a été lancé l'année dernière qui s'appelle l'appel d'offres Grand Projet Industriel de Décarbonation. Donc la première relève a été faite cette année. Les projets de cette première relève sont en cours d'instruction. Donc ces projets qui ont été déposés à ce nouveau mécanisme de financement devraient pouvoir bénéficier d'un soutien conséquent pour amorcer les investissements dans les unités de captage. Et ce n'est pas un dispositif qui prend en charge la partie investissement des infrastructures, c'est vraiment plutôt sur le captage. Néanmoins, les dépenses OPEX liées aux services de transport et stockage sont bien incluses dans les dépenses éligibles de ce mécanisme. Et puis on l'a dit très rapidement tout à l'heure, on a mentionné ZBAC, zone industrielle bas carbone, qui est donc un dispositif opéré par l'ADEME. Donc un certain nombre de zones industrielles les plus émettrices en France sont lauréates de ce dispositif et ont donc des fonds qui leur sont alloués pour cofinancer des études d'exploration sur les possibles sur une zone industrielle. Et donc les sujets du CCS, CCU sont bien représentés dans ces études financées via les programmes ZBAC. Et c'est l'opportunité de réunir les acteurs d'une zone industrielle, de les faire dialoguer les uns avec les autres et de voir s'il y a des opportunités de synergie ou de mutualisation en termes de captage de CO2 et de transport de CO2. Voilà. Merci. Tout à l'heure, nous parlions de perception sociale du CCS et du CCU. Parmi les critiques que l'on peut retrouver envers ces deux chaînes de valeur, il y a la référence au rendement énergétique des technologies nécessaires pour capter, transporter et stocker, utiliser du CO2. Finalement, est-ce que le CCS et le CCU permettraient de réduire les émissions d'autant que ce à quoi on espère? Est-ce que vous souhaitez commenter ce point-là? Donc, effectivement, je vais commencer par commenter sur le CCS. D'abord, pour dire que c'est vrai que ça coûte de l'énergie, mais encore une fois, rien faire, ça a un coût aussi, et on le voit tous les jours. Hein, on voit le coût de l'impact climatique sur nos sociétés. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a vraiment une urgence et que chaque année perdue en fait pour le déploiement de ces filières, ça fait du CO2 qui est en plus dans l'atmosphère et qui nécessitera d'avoir recours à des technologies pour enlever du CO2 de l'atmosphère. Donc on revient sur la partie captage direct dans l'air. Donc pour les gros émetteurs, on a des technologies qui sont aujourd'hui relativement efficaces. On est à 2 gigajoules de tonnes de CO2. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer. Hein. On pourra toujours les améliorer. On aura besoin de rupture. Après, là où il faut qu'on travaille effectivement, c'est pour les petits émetteurs. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'évidemment, en fonction de la dilution du CO2, de la quantité du CO2 à capter, on a un bilan énergétique qui est moins bon. Donc là, il y a besoin d'innovation. Mais je reviens sur ce que disait Tudy tout à l'heure sur le CCU. C'est vrai pour le CCS. L'urgence, c'est de lancer la filière. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on a des solutions qui sont aujourd'hui mature d'un point de vue technologique, qu'on peut mettre en place sur un certain nombre d'émetteurs, et ça permet aussi de continuer à enrichir l'innovation. Donc l'urgence, elle est vraiment là. Je vais laisser la parole à Tudy pour le U. Merci beaucoup. Je vais être assez court, mais donc
tout à fait d'accord avec ce que Florence vient de dire. Ce qu'on peut ajouter pour le CCU, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours cet élément de l'efficacité énergétique, et c'est un argument qui fait complètement sens dans les filières où il y a des alternatives. En fait, un des enjeux qu'on peut avoir en tête, c'est notamment que pour certaines filières, il y a très peu d'alternatives, ou en tout cas toutes les alternatives ont leurs contraintes. Donc dans le cadre du CCU, il y a cette dimension en fait sur le rendement énergétique qui est claire. On peut innover, on peut investir pour essayer de rendre le processus le plus efficace possible. Un des éléments, selon nous, c'est la filière CCU. Elle peut aussi accompagner le déploiement de plus d'énergie bas carbone, de plus d'énergie renouvelable. Elle va devoir en fait accompagner un déploiement plus important d'énergie renouvelable et bas carbone, puisque c'est consubstantiel en fait à la filière du CCU. Si jamais ça vous intéresse, nous on a sorti une étude l'année dernière sur quelle va être la demande énergétique pour le CCU au niveau européen. L'étude est sortie en 2024 et on regarde à horizon 2030, 2040 et 2050, et les quantités énergétiques qui sont nécessaires sont très importantes. Je voudrais juste finir avec un seul mot, c'est sur le fait de dire en fait, toutes les critiques qu'on entend, que ce soit sur le CCS et le CCU, il y en a certaines qui sont vraiment justifiées et qui se comprennent complètement. Un des éléments que je pense qui est important à avoir en tête, c'est quand même que ça peut être aussi des filières qui peuvent permettre d'avoir plus de souveraineté industrielle, voire de souveraineté énergétique en Europe. Et un des éléments qu'on peut avoir en tête, on avait commencé la discussion avec est-ce que ces technologies sont matures ou pas. La semaine dernière, je lisais un chiffre qui disait qu'actuellement, 87% des off-take agreements, donc on va dire des contrats d'achat pour le méthanol renouvelable, sont faits avec des entreprises qui sont basées en Chine. Et de notre point de vue, ce serait dommage que des filières comme celle du captage de CO2, comme le CCS, comme le CCU, ou que ce soit la France ou l'Europe, on a des brevets, on a des entreprises qui ont des compétences, on a des technologies qui sont très développées. Ce serait dommage que ce soit une filière qui ne se développe pas en Europe et où on n'utilise pas le savoir-faire et les compétences qui existent déjà aujourd'hui pour déployer ces filières. Merci. Et il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Je propose de laisser la salle poser des questions. Karima, est-ce que tu es ici? Je suis là. Je vais me permettre. Merci. Oui, bonjour, merci. Vous avez parlé de captage, stockage, transformation de CO2, mais est-ce qu'il existe des solutions qui font un peu comme les arbres, captent le CO2, cassent la molécule, gardent le C et remettent de l'oxygène dans l'air? Est-ce que ça existe? Alors, pardon, j'ai pris la parole. En fait, d'un point de vue du rendement, ce genre de technologie existe, mais vous n'allez pas avoir une solution magique qui va faire que vous aurez cassé votre molécule et du coup, vous aurez un rendement d'un point de vue climatique qui soit facilement positif. Donc les technologies que vous évoquez, elles sont possibles, notamment pour utiliser par exemple des molécules dans certains process. Nous, on a certains de nos membres par exemple qui travaillent sur la production de graphite par exemple à partir de captage de CO2. Donc c'est des solutions qui sont possibles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a toujours des contraintes qui viennent avec. Donc il n'y aura pas une solution magique déployée telle que vous le décrivez. Mais si ça vous intéresse, je serais ravi de vous donner le nom de certaines entreprises qui travaillent sur des technologies qui sont un peu similaires à ce que vous décrivez. Bonjour, merci pour ces explications. Vous avez bien expliqué au départ l'évolution des ppm dans l'air. C'est quoi, en macro, la feuille de route et les ambitions de la décarbonation en termes de ppm, justement? Pour le développement des filières CCS, CCU, on ne parle pas de ppm et donc de concentration de CO2 dans l'air, puisqu'on parle de captage de CO2 depuis des fumées industrielles. Donc le fait de capter du CO2 issu de fumée industrielle pour aller le stocker ou le réutiliser ne va pas avoir d'impact, ne va pas diminuer la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Elle va en revanche éviter qu'elle ne continue d'augmenter. Voilà. Et pour compléter ce que dit Solène, on a aujourd'hui des solutions qui sont, on va dire, à l'étude. Et là, on a des enjeux de maturité, notamment avec le captage direct dans l'air, des solutions technologiques qui permettent en fait effectivement de capter du CO2 dans l'air,
donc de réduire cette fois la consommation. Donc on est sur des enjeux de réduire la concentration du CO2 dans l'air. Donc là, on dit qu'on a parlé de décarbonation, on a parlé de défossilisation, donc je vais rajouter le troisième terme qui est la compensation. Et donc là, on va capter du CO2 dans l'air, donc par captage direct dans l'air, en utilisant de la biomasse, et le stocker. Et ça permet effectivement d'éliminer du CO2 dans l'air pour notamment compenser des émissions passées. Je vais juste rajouter un mot parce que la question que vous posez, en fait, actuellement, elle est vraiment au cœur du débat politique au niveau européen, puisqu'on parle de target à horizon 2040. Et il y a cette dimension de ce qu'on appelle en anglais les carbon removals, les retraits carbone de l'atmosphère. Donc, dans ce que vous décrivez, ce serait en fait retirer du CO2 pour, on va dire, diminuer les ppm. En fait, c'est un enjeu qui est compliqué parce que tous les scénarios au niveau international ou au niveau européen disent que ces retraits carbone de l'atmosphère, ils vont être nécessaires. Le problème, c'est que si on commence à considérer qu'ils peuvent remplacer des réductions d'émissions ou des solutions qui aujourd'hui permettent de ne pas émettre de CO2, on va avoir un problème. Parfois, l'image que j'essaye d'utiliser, c'est les carbon removals, selon nous, c'est en fait un airbag dans une voiture. C'est le fait de dire, pour atteindre la neutralité carbone, on va avoir besoin de ces retraits carbone de l'atmosphère pour compenser, comme le disait Florence, ce qu'on ne pourra pas réduire à zéro. Mais si on mise que sur cet airbag et qu'on continue à rouler à 200 km/h vers un mur, en fait, il ne sera pas suffisant. Donc, c'est pour ça que la question que vous évoquez est très intéressante, mais en fait, c'est une question qui va venir une fois qu'on aura réduit et une fois qu'on ne continuera pas en fait à émettre du CO2 dans l'atmosphère. Parce que continuer à émettre plus de CO2 et en retirer autant, ce sera quasiment impossible, en tout cas avec les technologies telles qu'elles sont développées aujourd'hui. Et je me permets également, parce qu'il y a une intervention à ce sujet-là à 16h sur l'élimination du carbone dans l'atmosphère. Merci. Merci à tous les trois pour votre présentation. Un peu plus près, ce sera mieux. J'aurais deux questions. La première concerne le CCS. On parle effectivement de réduire les émissions de carbone dans l'atmosphère, mais vous n'avez pas évoqué les effets d'enrichissement au niveau des sols. Est-ce que ça représente une opportunité et quels sont les effets? Et deuxième question, vous avez évoqué les pénalités, mais n'êtes pas rentré en détail. Est-ce que vous pourriez du coup expliciter un petit peu mieux ce terme, s'il vous plaît? Alors, concernant le stockage du CO2, donc quand on parle de stockage du CO2 là, dans la filière CCS, on va stocker du CO2 en profondeur, donc dans des réservoirs qui sont étanches. Donc en profondeur, ça veut dire en gros en dessous de 1000 mètres de profondeur. Et donc là, il y a tout un travail de caractérisation des sites dont Solène a parlé, pour s'assurer qu'effectivement, le stockage du CO2, il reste bien dans le réservoir où on l'a stocké. Après, c'est peut-être à ça que vous faites référence aussi. Il y a du stockage naturel dans les sols. Donc là, on est sur on n'est pas sur du stockage, technologique. Donc ça aussi, ça fait partie des sujets qui sont regardés dans la stratégie nationale bas carbone. Dans la stratégie nationale bas carbone notamment, il y a évidemment un volet qui est un volet captage et stockage du CO2, mais il y a un volet stockage naturel dans les sols et dans les végétations aussi, dans les forêts. Et là, c'est tout un travail qui est un travail extrêmement complémentaire. Deuxième point sur la partie pénalité et donc notamment pénalité énergétique. Donc là, je reviens sur la partie captage du CO2 parce que c'est évidemment là qu'il y a la plus grande partie en termes de pénalité. Donc, le captage du CO2, aujourd'hui, en tout cas sur des gros émetteurs, vous avez les technologies de captage du CO2 avec leur pénalité énergétique et l'aspect intégration est extrêmement importante. C'est-à-dire que si vous utilisez un certain nombre de procédés, comme par exemple des procédés qui sont les procédés les plus courants, qui sont les procédés de captage aux amines, là, vous avez besoin en fait d'énergie pour pouvoir... Donc, vous avez un solvant qui va capter vos amines et puis après, vous allez libérer qui va capter votre CO2 et après vous allez libérer le CO2 en montant en température. Donc c'est là où vous avez effectivement une pénalité qui est énergétique qui est extrêmement importante.
mais dans votre unité, en fait, quand vous allez installer votre solution de captage du CO2, vous allez utiliser en fait ce qu'on appelle notamment de la vapeur fatale pour effectivement limiter cette pénalité énergétique. Donc la pénalité énergétique des procédés, elle dépend du procédé et elle dépend aussi de l'usine dans laquelle vous l'installez, parce qu'effectivement vous allez tout travailler pour faire en sorte que cette pénalité énergétique elle soit relativement limitée. Je vous ai donné l'ordre de grandeur aujourd'hui sur les procédés gros émetteurs. Effectivement, je ne parle pas du tout des petits émetteurs et je ne parle pas du tout du captage direct dans l'air où là on a parlé, c'est d'autres enjeux. On est quand même à des pénalités de 2 gigajoules par tonne de CO2. Ça a énormément ça a baissé ces dernières années. Il y a besoin d'innovation. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est lancer la filière. Pour aller plus loin, là, il va falloir avoir vraiment des solutions innovantes parce qu'on a déjà beaucoup travaillé l'intégration. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. J'avais 2 petites questions. La première, c'est quand vous parlez d'industrie, on pense souvent en Europe à l'industrie du secteur secondaire, donc c'est-à-dire les grandes entreprises qui prennent des matières premières et qui les transforment en produits finis. Qu'en est-il au niveau du secteur primaire en Europe, donc de l'extraction de matières premières ? Et j'avais une deuxième question, ce serait quid de la mutation technologique, c'est-à-dire vous développez des filières et des technologies. Est-ce que vous avez déjà des partenariats ou des discussions avec d'autres pays ? Je pense par exemple en Asie-Pacifique où l'industrie minière est extrêmement forte. Voilà. Vaste sujet, merci. J'ai pas énormément de choses à dire sur la partie industrie primaire. J'ai pas la visibilité. Effectivement, quand on parle d'industrie, et je pense que on avait la même définition aujourd'hui, c'était vraiment industrie au sens industrie manufacturière. Donc vraiment des cimenteries basiquement qui ont de la matière première à disposition, qui la transforment et qui font un produit fini, voire semi-fini, qui sera retransformé par d'autres industries. Mais j'ai pas d'éléments sur la partie vraiment, par exemple, extraction de ressources, etc. Et lien avec les filières CCS, ça j'ai pas d'input là-dessus. Non, j'ai pas trop dit. En fait, aujourd'hui, le captage et le stockage du CO2, il a d'abord été. Enfin, on parle de sources qui sont concentrées en fait. Donc c'est pour ça qu'on est, je pense, aussi sur la partie industrie manufacturière. Donc pour tout ce qui est extraction, c'est vrai que honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question parce que comme Solène, je suis un petit peu sèche sur le sujet. On est vraiment sur la partie industrie manufacturière et les chiffres ont été donnés. C'est quand même quelque chose qui est important en termes d'émissions de CO2. Je peux pas dire beaucoup plus. Je vais juste vous mentionner que, sur la partie, ce qui se fait en Asie, dans les éléments qu'on a trouvé intéressants nous ces derniers temps, il y a une publication par exemple d'une stratégie un peu l'équivalent de la stratégie bas carbone en France, en Corée du Sud. On a aussi noté pas mal de mouvements du côté du Japon. Alors après, est-ce que c'est lié aux industries primaires auxquelles vous faites référence? Il faudrait que je regarde. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder parce que là, on a eu pas mal de mouvements des gouvernements ces derniers temps pour adopter des stratégies CCS, CCU, etc. Il va nous rester, je pense, le temps d'une question, peut-être 2, si vraiment elle est brûlante. Bonjour et merci pour ces explications. C'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi. Et je me demandais tout à l'heure, vous avez mentionné que une entreprise, donc pour justement avancer vers cette captation de carbone, etc., elle peut être amenée à ne plus payer la taxe carbone. Est-ce qu'il y a une étude ou quelque chose qui a été fait pour démontrer, justement, j'imagine que ces coûts pour capter le carbone, ils sont très élevés. Est-ce que par rapport aux gains qu'ils vont avoir, entre guillemets, de ne plus payer la taxe carbone, est-ce que ça va être vraiment intéressant? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors en fait, la situation que je décrivais, c'est un peu l'inverse, puisque ce que j'étais en train de dire, c'est que en fait, actuellement, si vous utilisez du pétrole pour faire du plastique, vous ne payez pas la taxe carbone. Donc au niveau européen, c'est ça la règle. Juste pour que tout le monde ait ça en tête, en fait, à la fin de l'année prochaine, tout le secteur de l'aviation et tout le secteur maritime, ils vont payer la taxe carbone complète. Donc ça veut dire, j'avais fait les calculs, c'est quelque chose comme 10 milliards d'euros pour la filière maritime, 13 milliards d'euros pour la filière aviation. À horizon 2034, toutes les industries dans l'ETS, acier, ciment, produits chimiques, raffinerie, tout ce que vous voulez, ils paieront tous la taxe carbone complète.
Donc là, on parle le prix ETS en fait va devenir très 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 important pour les industries. Donc ça, c'est peut-être la base à avoir en tête. Et ce que je décris, c'est une situation qui est spécifique à la filière CCU. En fait, on n'a pas de chance entre guillemets. En fait, un des éléments qui n'est pas dans le système ETS, c'est l'incinération des déchets. Donc, par exemple, si vous prenez un plastique, vous le recyclez, et puis la 5e fois, la 6e fois, vous l'incinérez, la filière d'incinération des déchets n'est pas dans l'ETS. Donc, on ne paye pas de prix ETS sur l'incinération des déchets. Le problème qu'on a, ça veut dire que si vous captez du CO2 dans une cimenterie qui paye le prix ETS et que vous utilisez ce CO2 pour faire du plastique, vous allez payer la taxe carbone. Alors que si vous utilisez du pétrole et du gaz, vous ne payez pas la taxe carbone. Donc, pour venir à votre question... cet élément-là, normalement, devrait être corrigé dans la législation européenne dans les prochaines années. Le problème, c'est que changer une législation européenne, ça prend 3 ans, 4 ans, le temps que ça se mette en place, on arrive en 2030-2031. Bon. Mais une fois qu'on prend ça en compte, nous, de notre point de vue, il faut qu'on aille plus loin que le fait de dire juste on met un prix sur les plastiques qui sont faits à partir de pétrole. En fait, de notre point de vue, il faut qu'il y ait des incitatifs qui soient mis en place au niveau européen sur la filière produits chimiques CCU. Et pour le moment, pour répondre à votre question, il n'y a pas vraiment d'incitatif sur la filière produits chimiques pour des acteurs du CCU. Donc c'est un des enjeux qui explique que c'est une filière qui, dans certains de ses aspects, a du mal à se mettre en place. C'est que, comme vous dites, il y a des coûts qui viennent avec. Il y a quand même une valeur ajoutée, il faut quand même toujours l'avoir en tête sur le CCU. On fait un produit qu'on va pouvoir vendre à la fin. Donc il y a quand même cette valeur ajoutée qu'il faut prendre en compte. L'Union européenne, elle commence à mettre en place des mécanismes. Florence l'a mentionné un petit peu. Donc, il y a ce qu'ils appellent les Carbon Contracts for Difference. Il y a certains mécanismes qui commencent à se mettre en place pour compenser en fait le fait qu'on n'utilise pas des ressources fossiles. Il y a des précédents qui sont en place qui sont très très intéressants. Maintenant, nous, de notre point de vue, il va falloir les généraliser beaucoup plus pour que les filières aient envie d'investir dans ces technologies-là. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je suis ravi d'en discuter plus en détail. Et peut-être pour conclure, pour faire le pendant sur le CCS, rappeler que le mécanisme actuel de fonctionnement du marché carbone européen, auquel sont soumis la plupart quasiment tous les industries européens, tous les secteurs industriels européens, prévoit que le CO2 qui est stocké via des mécanismes CCS n'a pas à faire l'objet d'achat de crédits carbone. Et donc, il y a déjà ce market design qui existe en faveur des projets CCS. Toute la question, et Florence l'a évoqué tout à l'heure, c'est quel pari on fait sur le coût futur des crédits carbone en comparaison au coût de capture, transport et stockage du CO2. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup d'avoir animé la session. Et je vous propose du coup de poursuivre les échanges si nécessaire avec nos intervenants, s'ils ont le temps. Sinon, de prendre leurs coordonnées pour poursuivre les échanges. Et à 16h, si vous le souhaitez poursuivre ce sujet, vous avez une masterclass sur la captation du CO2, l'élimination du CO2.